Salut tout le monde. Vous m'entendez bien, c'est bon? Super. Bon, aujourd'hui, on va parler de machine learning, de deepfakes, tout ça. J'attends pas de vous que vous soyez des experts en machine learning pour comprendre quoi que ce soit, voire même bien au contraire. Si vous y connaissez rien, vous allez, j'espère, apprendre pas mal de trucs. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler en particulier d'un site que vous connaissez peut-être. Il s'appelle thispersondoesnotexist.com. C'est ce site-là. À chaque fois qu'on refresh la page, on a un visage qui apparaît. C'est un visage qui est généré par une IA. On peut appeler ça des deepfakes statiques, à mettre en parallèle avec les deepfakes dynamiques où on voit plus les vidéos, les photomontages. C'est des trucs qui sont généralement qui font pas mal de buzz sur Internet. Ce site-là, il y a des gens qui le connaissent ici? Ok, super. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent celui-là? This cat does not exist. Vrai site. Hein. Il en a fait plein, donc c'est un gars qui a fait ça. Enchanté, du coup, moi c'est Mathis. Je bosse chez Coding Game, qui est une petite entreprise française. Vous en avez peut-être entendu parler. Il y a des utilisateurs ici? Trop bien. J'ai des stickers pour vous si vous voulez. Même pour ceux qui ne connaissent pas. Coding Game, donc on est une boîte. On a une plateforme qui est complètement gratuite, pas de pub, rien du tout, pas d'arnaque. Le concept, c'est vous codez et votre code, il joue à des jeux vidéo. C'est pour s'améliorer en algo et tout ça. On a aussi d'ailleurs, si vous connaissez un peu Coding Game, vous connaissez peut-être pas les Coding Escape, des exos de team building qui durent 1 heure à peu près, que vous pouvez faire en équipe aussi. C'est très sympa. Notre produit tourné pour les entreprises, celui qui nous permet en fait de financer l'autre plateforme, c'est des tests de recrutement. Donc vous nous envoyez vos candidats et on les teste à votre place et on vous envoie un super rapport comme ça. Si ça vous intéresse, vous venez m'en parler ou vous pouvez prendre un essai gratuit sur le site. Voilà. Fin de la parenthèse Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vous ai dit, voilà, le site This Person Does Not Exist, comme plein de générateurs, il génère comme ça des photos de visage. Donc là, je vous en montre 9 comme ça. C'est des visages qui ont été générés par une intelligence artificielle. Ils sont bien faits. Hein. En fait, s'il n'y en a que 8 qui sont générés par une IA, il y a une vraie personne dans le lot. Ok? On va jouer un petit jeu, allez. Qui est-ce qui pense que c'est la petite fille en haut à gauche, la vraie personne? Ok. En haut au milieu? Alors en haut à droite, bon dommage il est caché, c'était pas lui de toute façon. À gauche? Ok. Celui au milieu? Ouais, pas mal de gens. Celui à droite, là vous allez être plein à lever la main. Ok. C'était pas celui-là non plus. Celui en bas à gauche? Ok. En bas au milieu? En bas à droite? Ok, donc vous êtes grosso modo partagés. J'ai vu à peu près un quart des gens qui ont levé la main pour celui du milieu, un quart des gens qui ont levé pour celui en bas. Et ben vous êtes très forts aujourd'hui. C'était celui en bas au milieu. Voilà, mais on voit que dans 75% des cas, un être humain n'arrive pas à reconnaître si c'est un vrai visage ou non qu'on lui présente. Et ce truc-là, ça cause pas mal de soucis en fait. Bon, on s'en doute, mais notamment il y en a un sur lequel j'ai voulu m'intéresser. Dans le cadre d'un projet de R&D plutôt orienté cybersécurité et analyse de la menace. C'est sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de scammers, de réseaux de bots, de désinformation, que ce soit politique, des fake news et tout ça, qui vont utiliser des photos de profil qui proviennent de ce site-là. Parce que en fait, ça rend votre compte beaucoup plus légitime. Historiquement, ce qu'on avait, c'était ils mettaient soit une photo de quelqu'un d'autre, qui est quand même assez facile à retrouver avec les recherches d'images inversées qui sont ultra performantes de nos jours, soit on mettait une œuvre abstraite ou un paysage, mais ça transpirait pas vraiment la confiance quand on avait un profil comme ça qui débattait sur les réseaux sociaux comme ça. Donc, This Person Does Not Exist, c'est une plateforme qui embarque le réseau de neurones StyleGAN 2. On va revenir dessus sur comment ça marche et tout ça dans un instant. Mais voilà, c'est un démonstrateur. StyleGAN 2, ça a été fait, c'est un réseau de neurones qui a été inventé par NVIDIA. Alors NVIDIA, on va pas mal parler d'eux aujourd'hui. C'est pas un talk sponsorisé, c'est un peu accidentel. Mais ils sont fabricants de GPU. Ils sont forcément très impliqués dans tout ce qui est graphisme et intelligence artificielle parce que les réseaux de neurones, ça demande des GPU pour l'entraînement. Voilà, donc les photos de profil, elles sont très réalistes. Jusqu'à il y a quelques années, ce que je vous disais, c'était facile de créer un faux compte avec un faux nom, même des faux numéros de carte bancaire, des emails et tout ça, mais la photo, c'était
c'était un peu l'obstacle qui manquait pour avoir un profil qui était vraiment très difficile à discerner d'un humain de confiance. Et donc la question c'est comment est-ce qu'on combat ce genre de comportement, comment est-ce qu'on détecte qu'une personne a ou non une vraie photo de profil. Alors, on a de la chance qui est que StyleGAN 2, c'est un réseau de neurones qui est difficile à entraîner, on va voir pourquoi aussi, comme un peu tous les réseaux de neurones de ce type-là. Et beaucoup de gens, du coup, beaucoup de scammers, d'arnaqueurs ou quoi, vont utiliser This Person Does Not Exist. Et donc, si on arrive, entre guillemets, à pirater ce site, ça nous donne déjà un gros pas en avant pour détecter ce genre de profil. On va faire un petit aparté parce que ouais, c'est super intéressant ce genre d'IA. On voit, on fait F5, ça nous génère des visages et tout, mais comment ça marche l'algorithme qui fait ça derrière? Alors oui, les réseaux de neurones, c'est un peu mystique. Les réseaux de neurones, on le représente souvent comme ça, là, cette image avec des flèches de partout, des ronds et tout ça. Ça a l'air très complexe. En fait, alors là, ce que je m'apprête à faire d'ailleurs, c'est en 10-15 minutes, là, vous faire l'équivalent de 6 mois d'un cours de master. Donc, accrochez-vous, mais on va simplifier pas mal de choses. Donc, un réseau de neurones, en fait, tout simplement, c'est une série d'additions et de multiplications. En gros, les ronds, c'est des additions, les flèches, c'est des multiplications. On met des nombres à gauche. À partir de ces nombres à gauche, avec les multiplications et les additions, ça va calculer la deuxième colonne, puis la troisième, puis la quatrième colonne, qui va être le résultat. Et en fait, ça nous permet d'approximer des fonctions mathématiques qui font absolument ce qu'on veut. Et un réseau de neurones, en fait, on peut résumer ça comme ça. C'est une boîte noire à qui on apprend à faire une tâche extrêmement spécifique. Des exemples de ça, ça peut être trouver le nom d'une espèce de plante à partir d'une photo. Si vous connaissez l'appli PlanteNet, elle est vraiment top là-dessus. On se balade, on se dit elle est marrante cette plante, j'aimerais bien avoir la même chez moi, hop, la photo, et puis ça nous met direct sur l'article Wikipédia parce que le réseau de neurones a réussi à retrouver exactement quelle espèce de plante c'était. Un autre projet assez rigolo sur lequel j'avais bossé pour une compagnie d'assurance, c'était une voiture qui s'est fait cartonner, qui a des dégâts, voilà, une vitre cassée, le pare-choc arraché. Une IA peut tout à fait évaluer ces dégâts-là automatiquement si on lui donne des données d'entraînement. Troisième cas d'usage sur de l'audio cette fois, parce que les données d'entrée c'est des nombres quelconques, donc toutes les données qu'on peut transformer en nombres, que ce soit de l'image, de l'audio, du texte, on peut mettre des réseaux de neurones dessus. Donc déterminer quand quelqu'un dit ces deux mots magiques que je ne vais pas prononcer, sinon je vais faire biper tous les téléphones de la salle. Et voilà, en dernier cas aussi, un autre projet sur lequel j'avais bossé qui était très sympa, sur lequel on s'est rendu compte que les réseaux de neurones marchaient exceptionnellement bien, c'est sur de l'analyse de logs pour détecter des compromissions sur des attaques. C'est encore assez récent l'utilisation de l'IA dans la cybersécurité, mais ça permet en fait d'automatiser beaucoup de tâches que les humains savent déjà faire. Et donc ça permet de gagner beaucoup de temps et d'automatiser ça 24/24 à un coût d'exploitation qui est moindre de celui d'avoir des humains en permanence. Un GAN, c'est le type de réseau de neurones qui sert à générer les fausses photos que je vous ai montrées là. Un GAN, c'est Generative Adversarial Network. En français, c'est un réseau génératif antagoniste. Alors, génératif, ça veut dire que ça génère des trucs. C'est pas fait seulement pour faire de la classification ou quoi. On va vraiment créer des œuvres, quoi, entre guillemets. Antagoniste, on va le voir un petit peu plus tard, mais généralement quand on voit ça en informatique, ça veut dire il y a deux acteurs qui jouent l'un contre l'autre. Alors ici, ça va être deux réseaux qui vont jouer l'un contre l'autre, et network, voilà, c'est un réseau de neurones. On va avoir du coup deux réseaux de neurones différents ici. On va avoir le générateur et le discriminateur qui vont chacun avoir un rôle très précis, et je vous le disais, un réseau de neurones, c'est une boîte noire qu'on entraîne à faire un truc très précis. C'est exactement ce qu'on va faire là. Le générateur, son job, ça va être de générer des photos réalistes de visages, ou de quoi que ce soit. Hein. Mais là, on prend des visages, ça peut être des chats aussi, comme je vous l'ai montré. Donc en entrée, on lui donne de l'entropie. Alors ça, c'est un peu un truc particulier, vu que toutes les opérations du générateur, elles sont déterministes, donc c'est des multiplications, des additions. Si on ne met pas d'entrée, il va toujours nous donner la même chose, le réseau. Donc il faut lui donner un peu cette forme d'inspiration, cette source d'inspiration qui est juste des données aléatoires, qui va ensuite transformer et qui va lui permettre de générer ça. Mais ce vecteur-là de données aléatoires, il sert juste à mettre une pièce dans la machine. On va juste générer des vecteurs aléatoires qui vont nous donner des visages. Le deuxième réseau, qui est le discriminateur. Alors celui-là,
dans les GAN plus classiques, dans l'utilisation courante, le discriminateur, il sert juste à l'entraînement. En fait, c'est juste le générateur qui nous intéresse. Ici, on veut un réseau qui génère des visages. Le discriminateur, tout ce qu'il va faire, c'est on va lui présenter une image et il devra dire si c'est une vraie image ou une fausse. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, le discriminateur, on va lui présenter, on va faire plein de petits jeux comme ça. Donc, il y a une espèce de duel. Le discriminateur, on lui présente soit une vraie image, soit le générateur, soit une image qui vient du générateur. Donc, ce dossier-là, Real Images, c'est un dataset donc qui va contenir plein de vraies images de visages. Le générateur, c'est le réseau qui va produire des images qui vont essayer de reproduire le plus fidèlement possible cet ensemble-là. Le discriminateur, il ne sait pas si on lui présente une vraie image ou une image qui vient du générateur. Et lui, son but, ça va être d'essayer de deviner si c'est une vraie image ou si c'est une image qui vient du générateur. S'il réussit, s'il trouve, voilà, il dit ah non, là je vois que ça vient du générateur, ça se voit, enfin je le sens. On le renforce. On va lui dire ok, c'est bien ce que tu as fait entre guillemets. Hein. On va renforcer son comportement pour que la prochaine fois il fasse encore mieux. Si le générateur arrive à tromper le discriminateur en lui présentant une image que le discriminateur juge comme réaliste, alors le générateur, oui, on va lui dire c'est bien, on le renforce. Et donc petit à petit, les deux, ils vont en fait s'améliorer. Le générateur, il va essayer un peu des choses au hasard, des petites variantes, et puis on va lui dire oui, ça c'est bien, effectivement, tu arrives à tromper le discriminateur plus fréquemment, donc continue à faire ça, etc. Il va apprendre petit à petit. Pareil pour le discriminateur. Au début, les deux sont initialisés aléatoirement, donc ça veut dire qu'ils vont juste, la sortie du générateur, ça va être du bruit, ça va être des images toutes grises, toutes dégueu. Le discriminateur, il va répondre vrai ou faux au hasard à 50-50. Et petit à petit, il y a des patterns qui vont émerger, le générateur va s'améliorer, le discriminateur va suivre, et donc ces deux-là vont s'améliorer petit à petit jusqu'à ce que le générateur arrive de manière très très fidèle à reproduire le dataset des vraies images. Alors quand je dis reproduire, bien évidemment, c'est pas juste faire du copier-coller et apprendre toutes les images du dataset et les recracher comme ça va être d'apprendre des patterns. Qu'est-ce qui fait qu'un visage est un visage? Voilà, donc les difficultés d'entraînement d'un GAN, on en a plusieurs, donc je vous le disais plus tôt, c'est difficile d'entraîner son propre GAN à la maison. Déjà, on a ce qu'on appelle l'overfitting, le surapprentissage, c'est un truc qui est ultra courant, c'est vraiment la difficulté numéro 1 qu'on apprend en cours d'IA. C'est qu'on va avoir notre classifieur, alors un des deux réseaux dans ce cas-là, qui va apprendre par cœur un des datasets, qui va apprendre par cœur le dataset. Ça veut dire que par exemple, le discriminateur, il va apprendre par cœur toutes les images qui font partie du dossier de vraies images, et dès qu'on va lui présenter quelque chose qui ne fait pas partie de cet ensemble-là, il va dire non, là c'est le générateur qui l'a fait, je le vois parce que je connais toutes les vraies images par cœur. Donc le surapprentissage, c'est vraiment un souci, surtout que c'est des réseaux qui sont de très grande taille, donc ils n'ont aucun souci à apprendre ce genre de trucs par cœur, donc il faut un peu les pousser à ce qu'ils ne fassent pas ça. Deux autres problèmes qui vont ensemble, c'est la convergence très lente et la puissance de calcul. Le GAN, alors ça se voit pas immédiatement, mais en fait, le générateur, donc celui à qui on dit génère des photos de visage, jamais dans sa vie il ne voit une seule photo de visage. Juste, il va essayer. Il va faire de l'essai-erreur, donc il va essayer, il va présenter quelque chose, on va lui dire non, ça c'est nul, hop, il recommence, il va essayer d'autres choses, et donc il va juste faire du guessing et essayer de deviner à quoi ressemble un visage, et petit à petit il va se renforcer dans ce sur quoi on lui confirme que ça ressemble à peu près à ça un visage. Mais voilà, ce générateur-là, du coup, il va devoir faire énormément d'essais avant de comprendre à peu près à quoi ressemble un visage réaliste. La puissance de calcul également, voilà, ça va avec. Un réseau de neurones, ça prend pas mal de puissance pour entraîner. C'est assez lent et c'est des GPU, donc aussi ça coûte assez cher si on veut faire ça rapidement. Pour contextualiser un petit peu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de DALI, Stable Diffusion et tout ça, des réseaux de neurones voilà, qui ont pas mal fait le buzz récemment. Alors DALI, je crois qu'ils n'ont pas publié, donc OpenAI, l'entreprise qui est derrière ce réseau, n'a pas publié les chiffres. Par contre, Stable Diffusion, qui est un réseau très similaire, ça leur a coûté à peu près $600 000 de faire cet entraînement-là. Dernière difficulté pour entraîner un GAN, c'est ce qu'on appelle l'effondrement du mode. Ça ressemble un petit peu à du surapprentissage, c'est quand le générateur, il va toujours envoyer la même image en fait. Il va avoir aucune diversité, quelle que soit la source d'entropie, le random qu'on lui donne,
il va toujours donner la même image et il va apprendre une image qui marche très très bien contre le discriminateur, qui arrive à l'arnaquer systématiquement. Le discriminateur, après, il va comprendre un petit peu le jeu du générateur. Donc, le générateur va changer d'image, etc. Et donc, en fait, ce générateur-là, au lieu de générer plein d'images possibles, il va juste en générer une seule à chaque fois. Donc ça, c'est une autre difficulté à laquelle on peut pallier, mais voilà, c'est plus dans le design du réseau de neurones qu'on a cette difficulté-là. Bref, tout ça pour dire que pour détecter si une image vient de StyleGAN ou non, ça va pas être simple. Parce que, alors nous, ce qu'on va devoir faire, c'est créer une espèce de classifieur qui va prendre une image qui vient d'Internet et qui va devoir dire est-ce que c'est une vraie image ou une fausse. Alors soit on peut se dire on va récupérer le discriminateur là de StyleGAN, il est pré-entraîné, il est dispo sur GitHub de NVIDIA. On peut récupérer ça nous fait déjà un bon départ. On peut aussi se dire on va entraîner notre propre classificateur qui va dire est-ce que oui ou non cette photo de profil est une vraie personne ou pas. Mais en fait, si ça c'était possible de le faire avec une performance de plus de 50%, ça voudrait dire en fait qu'on a fait mieux que le discriminateur de NVIDIA que eux ils ont entraîné. Parce qu'à la fin de l'entraînement, juste les parties deviennent on va dire, c'est des ex-aequo à chaque fois entre le discriminateur et le générateur, c'est toujours 50-50 l'un ou l'autre qui gagne. Et donc ça voudrait dire qu'en fait notre détecteur, il aurait qu'une performance de 50% et encore, on peut pas vraiment lui faire confiance. Mais le truc, c'est que voilà, les GAN, je vous l'ai dit, c'est basé sur un jeu, on fait jouer le générateur contre le discriminateur. Donc on va tricher. On a deux manières de tricher. On va pouvoir soit trouver un petit trou dans les règles du jeu qu'on va pouvoir exploiter, soit on va faire de la rétro-ingénierie un petit peu de comprendre comment le GAN fonctionne. Et on va faire les deux. Alors, on va rejouer un petit jeu, surtout que vous étiez très fort sur le premier jeu, là je pense que vous allez avoir aucun souci à avoir bon sur celui-là aussi. Là encore, je vous présente deux visages, il y en a un des deux qui est une vraie personne. Alors, qui pense que c'est la personne de gauche? Ok, est-ce que j'ai besoin de demander qui pense que c'est la personne de droite? Ah, désolé, vraiment c'était celle de gauche. Il y a plein d'indices là-dessus, surtout si vous connaissez un petit peu le site. Déjà le fait que le format de l'image ce soit un format carré, le bâtiment derrière là qui est super détaillé alors qu'on a toujours une espèce de flou derrière les photos de This Person Does Not Exist, la pose un petit peu en arrière comme ça, la bouche ouverte, les lunettes de soleil. On a énormément d'indicateurs qui nous font penser que ça c'est une photo en qui j'aurais plus confiance que celle-là sur Internet. Vous voyez qu'en fait, il y a des indices, il y a des choses qui nous permettent de le dire. Et il y en a une en particulier qui émerge de un truc qui s'appelle FFHQ. C'est le jeu de données sur lequel on a entraîné StyleGAN 2, donc sur This Person Does Not Exist. C'est ce jeu de données-là qui a été utilisé. Ça, c'est des vraies personnes. Donc il y en a 70 000 à peu près. Alors j'ai vu des trucs assez rigolos. Je les ai un peu explorés. Il y a Mark Zuckerberg dedans. J'ai vu le blogueur Corben. Il y en a un, c'est juste un mannequin en plastique. Bon, voilà. Mais c'est rigolo. Vous vous dites que les deepfakes que vous voyez sur Internet, ils ont 1/70 millième de Mark Zuckerberg dedans. Voilà. Donc ce dataset-là, c'est Flickr Faces HQ, donc high quality. C'est des images en haute résolution de Flickr, donc du réseau de photos. Qui sont tagués Creative Commons et donc que des chercheurs ont récupéré, ils les ont resize pour qu'elles soient carrées. Et ils ont aussi fait, il y a aussi une autre propriété, alors désolé pour le rendu assez démoniaque, si ça veut bien charger. Allez, je suis sur ma 4G en plus, alors c'est peut-être pas une bonne idée ça. Ah si, c'est bon. Voilà. Là, je vous ai juste mis un truc fixe au niveau des yeux. Donc ça, c'est des vraies photos de vraies personnes. C'est l'ensemble d'entraînement qui a servi à entraîner StyleGAN 2. C'est volontaire hein, d'avoir les yeux là. C'est documenté dans les propriétés du dataset. Mais en fait, ça nous donne un truc qui est très intéressant, qui est que StyleGAN, pendant son entraînement, il va chercher à reproduire le plus fidèlement possible les visages humains et le dataset en fait. StyleGAN, sa seule référence de ce que c'est un vrai visage humain, c'est les 70 000 images qu'il a dans son jeu de données. Et donc du coup, ce qu'il va faire, c'est que le site
et ce réseau de neurones, il va toujours mettre les yeux au même endroit. Regardez. On va refresh. Vous regardez les yeux. Voilà, à chaque fois que je refresh, les yeux sont toujours au même endroit. Donc, si vous voyez quelqu'un sur les réseaux sociaux qui a la photo de profil avec les yeux qui sont pile à cet endroit-là, déjà ça nous donne un gros indice. Ça c'est pas une technique nouvelle, c'est assez connu. Il y a d'ailleurs pas mal de gens qui ont des faux profils qui le savent et qui essayent un peu d'échapper au truc en faisant un cropping, en décalant un petit peu la tête dans l'image, même si c'est assez difficile à faire parce que les visages sont quand même très zoomés, donc ils se retrouvent vite à couper le front ou le menton, quoi. Mais voilà, c'est une bonne technique qui nous permet de donner un gros indice. Deuxième technique qu'on va faire, ça va être, donc je vous le disais, la rétro-ingénierie, comprendre comment le site fonctionne. Alors, ce que je vous montre là, c'est un petit script Python que j'ai fait. En gros, ce qu'il fait, c'est qu'il télécharge en boucle l'image de This person does not exist. Il va en télécharger plein en boucle. Et il m'affiche les 10 premiers caractères de son hash, qui sont là à droite. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on va avoir des répétitions. Ici, là, le deuxième et le troisième, c'est le même hash. Ensuite, là, le 02DA30, pareil, il apparaît 3 fois. Ça veut dire qu'en fait, le site nous a renvoyé 2 ou 3 fois la même image d'affilée. Et ça, en fait, c'est super important. On peut se rendre compte, en fait, que ce serveur-là, donc ce site spécifiquement, il a un cache global. Toutes les personnes sur Terre, où que vous soyez sur Terre, si vous faites F5 sur le site au même moment, vous allez avoir la même image. C'est refresh à peu près toutes les 1,2 secondes, donc on s'en rend pas super facilement compte, sauf quand on fait F5 comme un fou sur le site, comme moi je l'ai fait et c'est comme ça que j'ai trouvé cette technique-là, où on se rend compte qu'on a plusieurs fois la même image d'affilée. Et du coup, ce qui veut dire qu'en fait, si on arrive à télécharger toutes les images sur un disque dur, toutes les images générées par le site, et ben en fait, on a l'ensemble de toutes les images possibles qui ont été générées par le site. Donc, quelqu'un qui va ensuite aller sur le site et générer sa propre fausse photo de profil, et ben nous aussi on l'a, parce qu'on l'a téléchargé en même temps que lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est on écrit un petit script. Vraiment, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à ce que je vous ai montré juste avant avec le while true. Alors, il y a un poil plus de conditions, notamment je le run dans 6 threads différents, je crois, pour être sûr de louper aucune image. Donc, chaque image est téléchargée à peu près 8 fois, je crois, pour être vraiment sûr qu'on loupe rien. Et ensuite, on a un disque dur, une base de données, ce qu'on veut. C'est tous les fichiers, toutes les images qui ont jamais été faites par, qui ont déjà été faites, pardon, par This person does not exist. Et ensuite, dès qu'on tombe sur un profil Facebook ou Twitter un peu bizarre, on va passer tout ce disque dur là à la moulinette à la recherche d'une image. Alors, je voulais pas le faire avec des hashes en faisant le MD5 ou le SHA-1 de l'image parce que alors ça serait beaucoup plus pratique pour l'indexation. Mais en fait, on se rend compte que les réseaux sociaux, ils vont modifier les images. Quand on les upload, généralement, il y a un peu de compression. Typiquement, les photos de profil Twitter, elles sont compressées à 400 par 400 pixels, des choses comme ça, ce qui fait que le hash va être modifié. Dès qu'on modifie le moindre bit d'une image, le hash change complètement, donc on ne peut pas faire cette indexation-là. Donc, il faut aller chercher dans toutes nos images, les parcourir une par une et faire une espèce de correspondance visuelle. En fait, ça a l'air facile, mais c'est pas si simple que ça, notamment sur des questions de volume. Quand on fait un petit peu le calcul sur dos de l'enveloppe, il y a 72 000 nouvelles images par jour, c'est une toutes les 1,2 secondes, c'est quasi exactement ça. Elles font à peu près un demi mégaoctet chacune, et donc en fait on se rend compte que ça additionne assez vite. Chaque jour on télécharge du coup 32 gigas de nouvelles images, ce qui fait 11 téras par an. Et comme je le disais dans le titre de la conf, voilà, moi j'ai que $100 de budget, 100 € maintenant en fait. Et donc du coup on va pas pouvoir se permettre d'aller acheter un nouveau disque dur tous les 2 mois pour le brancher dans un énorme cluster. Donc on va avoir 2 problèmes à résoudre. Premièrement, de manière évidente, l'espace de stockage et également le temps de recherche. Parce que là, ce que je vous présentais avant, où on va parcourir toutes nos images à essayer de trouver une correspondance visuelle, c'est pas bon. Parce que si on a 11 Tera de données, ça veut dire qu'il faut parcourir ces 11 Tera d'images, charger l'image, faire de la correspondance visuelle. En plus, le JPEG, ça va prendre pas mal de puissance de calcul pour les décompresser, récupérer la valeur de chaque pixel, etc. Donc, c'est pas réalisable. Alors, comment est-ce qu'on va pallier à cette solution ?
Je vous montre d'ailleurs, ça c'est la machine sur laquelle je voulais faire tourner ce projet. C'est un Raspberry Pi avec un GPU. Ça s'appelle une Jetson Nano, c'est Nvidia qui les fait, toujours eux. C'est pas mal, donc c'est vraiment quasiment les mêmes specs qu'un Raspberry Pi, mais il y a un petit GPU dessus. Et du coup, bah, c'est avec ça moi que je voulais faire tourner tout le projet. Et donc pour ça, je me suis dit, bah, on a un GPU, on va peut-être utiliser la puissance de ce GPU là et la puissance des réseaux de neurones, parce qu'un réseau de neurones, c'est beaucoup plus efficace sur une carte graphique que sur un processeur. C'est lié à la manière dont les opérations sont parallélisées. En fait, il y a énormément d'opérations qui sont faites en parallèle dans un réseau de neurones. Vous voyez toutes les flèches là tout à l'heure qui étaient en parallèle, ça on peut faire des calculs indépendamment. Et donc ce qui fait que un GPU en fait en puissance brute, en nombre d'opérations par seconde, c'est beaucoup plus efficace qu'un processeur. Donc on va utiliser pour ça un réseau de neurones qui s'appelle FaceNet. FaceNet, ce qu'il va faire, on lui donne en entrée une photo d'un visage, et lui il est entraîné pour nous donner un vecteur de nombre. Alors ce vecteur de nombre, on peut appeler ça un hash. En termes plus scientifiques, on appelle ça un embedding. Et en fait, ce hash, il va faire en sorte, il va résumer un petit peu notre visage, résumer le visage de la personne. Si on lui montre deux photos différentes de la même personne qui ont été prises à quelques années d'écart, la barbe a un peu poussé, il a eu des lunettes, sur une photo il souriait, l'autre il souriait pas, il a changé de vêtements, etc. Si c'est la même personne, le hash sera très similaire entre les deux photos. Par contre, si c'est des personnes différentes, même si elles sont sur le même background, si elles portent à peu près les mêmes vêtements, elles ont la même pose, etc. Si c'est deux personnes différentes, le hash va être, les deux hash vont être très éloignés l'un de l'autre. Voilà, donc c'est un réseau qui a été entraîné pour faire ça et qui marche sacrément bien. Et donc en fait, c'est une espèce de hashing visuel de visage. D'ailleurs, si vous voulez faire un peu la même pour des photos, donc pas seulement des visages, celui-là il est très spécifique au visage, FaceNet. Pour les photos en général, on a un truc qui s'appelle PhotoDNA qui est, je crois, développé par Microsoft. Donc un vecteur, donc un hash ou un embedding, c'est 512 nombres flottants. Donc ça fait 2 kilooctets. On peut même trouver des réseaux qui le compressent encore plus, qui font des embeddings encore plus petits, mais finalement on va voir que c'est pas nécessaire. Ça nous fait déjà une réduction de taille de disque qui est faramineuse et qui nous permet en fait de compresser énormément une image, parce que en fait on n'a pas vraiment besoin de stocker toute l'image de 500 kilooctets, on a juste besoin de stocker un identifiant du visage. Et ça voudra dire qu'on pourra le retrouver après si on nous resoumet la même image. En plus, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est un réseau de neurones, donc avec du GPU ça se calcule très facile. Pour la recherche maintenant, on va faire, alors c'est pas une correspondance exacte dont on a besoin, donc on peut pas utiliser juste une base SQL ou quoi. J'utilise un algo qui s'appelle donc la recherche KNN, donc les cas plus proches voisins. Si vous avez fait un peu de data science, c'est une problématique assez connue. En gros, on a une base de données avec plein de vecteurs et on a un vecteur qui va être notre requête, et cette recherche KNN, elle va chercher dans son index, elle va nous sortir rapidement par exemple les trois vecteurs qui sont le plus proches selon une norme donnée. Voilà, donc en gros ça, ce que ça va nous faire, c'est que on va lui donner un embedding d'un visage et il va nous dire les 3 visages les plus proches dans ta base de données, c'est ces 3 là, en se basant sur les embeddings de FaceNet. Voilà, donc le setup il ressemble à ça, donc il est quasiment identique, sauf qu'au lieu d'avoir le script qui juste stocke en brut dans le disque dur, on va passer l'image dans FaceNet avant de la mettre dans notre index Elasticsearch. Et alors ce que je fais, là je le précise pas, je stocke aussi en fait en disque dur une version très compressée de l'image de base. C'est une version qui fait 50 pixels par 50, donc le visage on le reconnaît encore à peine, mais vous allez voir pourquoi je fais ça dans un instant. Et voilà, et une fois qu'on a cette recherche là, donc on veut faire cette recherche, on fait notre requête Elasticsearch dans la base de données avec l'embedding du visage, et si on a une correspondance, en fait le visage on l'aura déjà téléchargé avec notre script. Si on retrouve une correspondance, ça veut dire que le visage il a déjà été vu, il a déjà été téléchargé sur This Person Does Not Exist, ce qui signifie que c'est un deepfake. Alors, point bonus, le fait qu'on utilise FaceNet et pas simplement une espèce de hash ou quoi que ce soit, de hash cryptographique, donc les hash au sens plus courant.
c'est que c'est très résistant à plein de techniques que les méchants vont pouvoir mettre en place. Donc changer la position de l'image, la retourner aussi horizontalement, c'est un truc qu'on voit souvent parce que ça permet d'empêcher pas mal de recherches inversées d'images. Voilà, la compression, la rotation, ajouter des filtres, etc. En fait, le FaceNet, il s'en fout de tout ça. Lui, juste, il va extraire les caractéristiques du visage et ça va être ça son hash. Point bonus numéro 2 qui est très important, c'est que en fait sur This Person Does Not Exist, chaque image va apparaître en tout et pour tout dans toute sa durée de vie, elle va apparaître seulement 1,2 secondes sur le site. Ça veut dire qu'en fait, si on a une correspondance positive dans notre base de données, on peut retrouver exactement la seconde à laquelle a été générée cette image. Ça peut être pas mal pour plusieurs choses. Déjà déterminer la time zone de l'attaquant. Si on voit qu'il a généré ça à 4 heures du matin, à 4 heures du matin heure française, on peut se dire ok, c'est peut-être pas un Européen, la personne qui gère ce compte. Si on voit qu'on a une myriade de comptes qui ont toutes leurs photos de profil qui a été générée à quelques minutes d'écart, on peut se dire aussi ok, c'est le même propriétaire, on peut les clusteriser comme ça. Donc ce truc-là, il suffit juste dans notre index, en plus de stocker le hash du visage, il faut stocker l'heure à laquelle on a récupéré le visage et ça nous le donne immédiatement. Ok, alors on va tenter une démo. C'est l'outil le plus capricieux du monde. Notamment peut-être lié au fait que j'ai utilisé un hardware complètement pourri pour faire tourner. C'est vraiment la RAM. Des fois, quand je suis en SSH, ça met vraiment 5 secondes à afficher les lettres tellement la RAM est pleine à craquer. Parce qu'il y a quand même une instance de réseau de neurones avec FaceNet et un index Elasticsearch avec des millions de trucs dedans. Mais on va voir. Alors, voilà, c'est l'outil. Je suis pas développeur front-end, si jamais, mais ça marche. Enfin, on croise les doigts pour que ça marche. Alors, on va aller sur This Person Does Not Exist. Les images sont indexées en quasi temps réel, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 5 secondes entre le moment où l'image apparaît et le moment où elle est dans l'index. Donc, on n'a aucun souci là-dessus. Allez, on va prendre cette personne-là. Je vais enregistrer l'image. Ouais, mon dossier téléchargement est plein de deepfake parce que je teste souvent mon outil. Donc là, vous voyez aussi, on a 16 millions d'images dans la database et ça tourne très très bien. Pourquoi j'ai dit ça avant de run? Ok. Oh yes, c'est bon, ça a marché. Ok, et donc là, on voit, ça nous sort le top 3 des correspondances. À droite, c'est l'image que j'ai uploadée. À gauche, c'est l'image toute compressée dont je vous parlais juste avant, qui est stockée dans le disque dur. Ça permet en fait d'avoir une confirmation visuelle plutôt que de se dire ah oui, d'accord, j'ai un score de 99,8%, ça veut rien dire, je fais pas confiance à l'outil. Là, au moins, on se dit ok, bon, deepfake, 100%. On a aussi le timestamp, pareil, présenté de manière assez rudimentaire. Ouais, je vous le disais, du coup, la version de gauche de l'image est très compressée. Il y a à peu près 100 fois moins d'octets, 100 fois moins de place en disque entre la gauche et la droite. Et pourtant, on arrive quand même à reconnaître tout à fait. Voilà, bon, on voit le top 2, le top 3, c'est effectivement des personnes qui lui ressemblent pas mal. D'ailleurs, c'est un truc assez rigolo. Vous pouvez aussi mettre un selfie de vous et ça vous donne des sosies de vous qui sont des deepfakes. Voilà. Alors, d'ailleurs, il faut bien les cadrer. Si vous faites ça, je vous donne le lien juste après. Si vous faites ça, cadrez bien le visage, qu'il soit à peu près centré comme ça. Sinon FaceNet il bug et il va vous montrer des images assez horribles, qui sont des vraies images générées sur This Person Does Not Exist, mais parfois elles sont un peu corrompues. Le réseau de neurones sort des résultats assez bizarres et souvent c'est ça qu'il aime bien mettre sur des vrais visages. Et oui, bon, tout en bas aussi, je vous mets la technique des yeux rouges, parce que en fait, on a ce souci-là que l'outil, voilà, il run depuis 2020 maintenant, mais il y a des moments où il était en panne, etc. Et en fait, si par chance la personne qui génère sa photo de profil, elle utilise This Person Does Not Exist pendant que l'outil est down, et bah, elle sera pas téléchargée, elle sera pas dans la base de données. Donc du coup, ça nous permet d'avoir un peu une solution de backup pour se dire ok, bon, peut-être que c'est quand même un deepfake, même si elle n'est pas dans la base de données. Alors, hop. Voilà, donc on a 15 millions de visages à peu près dans la database. Alors, attendez. Hop. Voilà. Recherche en moins de 10 secondes. Bon, habituellement c'est 1 seconde, mais des fois il est un peu capricieux, surtout quand c'est le matin. Ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi.
le réseau il sort du cache du CPU et il est plus lent sur la première utilisation. Vous pouvez y aller, fada.h25.io. Je suis également pas développeur back-end, donc mettez https : parce que sinon il n'y a pas la redirect et ça vous dira erreur. Pas gentil de se moquer. Ouais, je suis ni front ni back, je suis pas vraiment fraude. Donc du coup, ouais, et bon, s'il vous plaît, faites pas fondre le petit GPU parce que actuellement, ça tourne chez moi dans mon salon à Paris. Si je reviens après-demain et que j'ai plus d'appart, ça pas ouf. Et c'est open source aussi, si vous voulez aller jeter un œil, savoir comment ça marche, comprendre un peu comment c'est fait. C'est du code Python assez standard et assez moche, mais ça fait le taf. Donc voilà. Et puis, si vous voulez contribuer, c'est avec plaisir. Même si, en fait, je le dis souvent, cet outil, il a beaucoup plus une valeur éducative via notamment ses confs et comment on explique un peu comment ça fonctionne, plus que vraiment dans de l'investigation. Je sais que ça a déjà servi pour débusquer quelques faux profils. Si vous connaissez le YouTuber Sandoz, récemment il a utilisé des deepfakes qui venaient de ce site-là pour faire ses faux profils, et effectivement je les ai retrouvés aussi, c'était assez rigolo. Mais voilà, c'est un outil que j'ai fait pour le fun et voilà, qui est là pour ça, et c'est pas un truc extrêmement sérieux non plus. Alors pour finir, je vous ai donné un bon discriminateur pour vous rappeler un peu les termes du GAN. Je vous ai donné un bon discriminateur, donc un truc qui dit est-ce qu'une image est vraie ou pas. Je vais vous donner maintenant un bon générateur. Alors, StyleGAN 2, c'est pas la peine de scanner ça, je suis pas sûr qu'il marche encore. StyleGAN 2, c'est pas facile à entraîner, mais l'avantage, je vous le disais, c'est qu'on peut le télécharger sur le GitHub de NVIDIA directement. En fait, en faisant ça, en générant ses propres deepfakes à la maison, eh ben on peut éviter complètement la détection sur mon outil FADA, parce que c'est pas des deepfakes qui vont avoir été générés par This Person Does Not Exist, donc ils sont pas dans notre index. Donc pour ça, alors je vous mets à dispo, c'est ça le QR code qui est à droite. Je sais pas si vous connaissez Colab, si vous faites un peu de Python, c'est l'équivalent d'un notebook, mais hébergé sur Google Cloud, donc il vous prête en plus de la puissance de calcul GPU et tout, c'est très sympa. Il est un peu capricieux parce qu'ils ont déprecate TensorFlow 1 il y a 2 semaines, et donc du coup ça a tout cassé. Mais je peux encore vous montrer les résultats. On peut du coup, là en gros ce qu'on fait, c'est qu'on va télécharger ici, là on a un git clone du NVIDIA Labs de StyleGAN 2. On fait run des trucs, bon il y a plein d'erreurs, regardez pas ça. Et là on a une seed. Une seed, c'est l'initialisation du vecteur aléatoire. C'est avec ça qu'on va se servir. C'est de ça qu'on va se servir pour ensuite le passer au réseau de neurones. Et ensuite, voilà, ça c'est un visage qui a été généré sur un GPU en local, enfin en cloud Google pour le coup, mais on peut le faire tout à fait en local. Et voilà, et ça du coup, ça c'est des visages qui ne sont pas indexés dans FADA. Et il y a un deuxième truc assez intéressant. Alors là, on le voit pas particulièrement comme ça. Vous voyez, il y a une petite différence. Avec ça, on peut aussi du coup générer des variantes. Alors, comment on fait ça? Pour générer par exemple 3 visages qui sont quasiment, on se dit c'est la même personne, le background est un peu différent, vous voyez, son polo là il est devenu gris entre les deux images. Ça en fait c'est lié à une propriété des réseaux de neurones qui s'appelle la continuité. C'est une fonction, un réseau de neurones, c'est une fonction mathématique continue. Qu'est-ce que ça veut dire la continuité? Si vous vous souvenez un peu de vos cours de début de prépa, on va dire, c'est si on modifie un peu l'entrée, la sortie va changer un peu. Elle va pas changer du tout au tout. Et en fait, c'est exactement ça. Le vecteur de données de nombres aléatoires qu'on file à notre générateur au début, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le changer un tout petit peu. On va varier quelques nombres un petit peu. Et en fait, la sortie du réseau de neurones va aussi changer très légèrement, en changeant un peu le fond, en changeant. Des fois, ça va rajouter des lunettes, changer un petit peu l'âge. Là, on voit qu'il est un peu plus âgé à droite, un peu plus jeune à gauche. Donc on a pas mal de choses, et donc on peut générer des variantes. Donc si vous avez à tout hasard plein de faux comptes sur internet que vous voulez rendre assez crédibles, et c'est un truc que vous pouvez faire pour changer de photo de profil régulièrement. Mais s'il vous plaît, faites pas ça pour des trucs illégaux, j'ai pas envie d'être impliqué dans ça. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ?
Et si vous êtes trop curieux pour poser des questions, je suis là les 2 jours et on se capte autour d'une bière ou d'un bout de fromage avec grand plaisir. Personne? Une petite question? C'est toujours la première qui est dure. Ah yes, mon héros. Ouais, mais j'ai pas pensé. Joli. Bonjour. Très beau lancer. Merci pour la conférence. J'ai une question. Est-ce que l'index, du coup, tu le mets aussi à disposition pour potentiellement le réutiliser? Parce que du coup, si on commence à indexer que maintenant, on n'a pas tout l'historique. Alors l'index n'est pas à disposition, mais si tu m'envoies un mail ou un DM sur Twitter, je te l'envoie avec plaisir. Il est un peu incomplet, il y a des trous par-ci par-là, mais voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est un projet qui n'a pas de vocation extrêmement sérieuse, donc voilà, je veille pas au grain pour qu'il tourne H24, mais oui, c'est un truc on va dire qui vient avec l'open source aussi, mais effectivement, il est pas dispo comme ça. Ok, merci. Et au pire des cas, vous pouvez vous en servir comme d'une API aussi. Hein. Ce truc, ça fait un peu un index as a service. Oh, vous êtes très fort. Le pays du rugby. Moi, j'ai une question parce que tu parles beaucoup de reconnaissance d'image, mais en soi, l'image n'est qu'un input. Et est-ce qu'on pourrait prendre ton modèle et l'adapter, par exemple, pour détecter des mauvaises configurations de logiciels qui sont déployés? Ceux qui me connaissent voient très bien de quoi je parle. Ou éventuellement des patterns sur des serveurs, puisque tu parlais justement de tout l'aspect cybersec au-dessus. Est-ce que ton truc, tel qu'il est, pourrait être éventuellement exploitable? Alors, le modèle là, en fait, c'est ce que j'ai construit là, Fada, c'est une base de données de reconnaissance faciale. C'est vraiment ça, en fait, le concept au fond. D'ailleurs, c'est assez effrayant hein, qu'en une semaine de boulot et sur un Raspberry Pi, on puisse faire tourner un modèle de reconnaissance faciale qui a 16 millions de visages sans aucun souci. Voilà, je vous laisse y réfléchir aussi à ce à quoi les gouvernements ont accès. Mais non, pour revenir à ta question, du coup, sur est-ce qu'on peut détecter d'autres trucs? Oui, mais en fait, il faudrait échanger FaceNet pour autre chose qui calcule des signatures et effectivement qui arrive à détecter une signature d'une mauvaise configuration, par exemple, et dire ah oui, là j'ai un match, cette configuration-là est mauvaise. Généralement, ce qu'on va plutôt avoir tendance à faire, c'est là, en fait, le truc, c'est qu'on a ce cas-là. Dans cette base de données-là, on a énormément de signatures qui sont indexées, dans lesquelles on va vouloir rechercher. Et on va avoir un pattern qu'on va vouloir chercher. Alors que dans le cas que tu proposes, je pense que c'est plutôt tu auras un faible nombre de signatures. Donc là, tu n'es pas obligé d'avoir un index super compliqué et tout ça. Le plus compliqué, ça va être de construire quelque chose qui va réussir à classifier et à détecter ce genre de choses, parce que là tu vas avoir du coup beaucoup plus de requêtes qui vont être faites et donc quelque chose qui sache faire un match entre les deux. Donc ça, je pense que toute la R&D serait sur remplacer FaceNet par un modèle qui soit intelligent là-dessus, et pour le coup il faut un gros dataset d'entraînement si t'en trouves pas dans la nature quoi. On a encore 2 minutes pour des questions et après on continue aussi à côté. Je sais qu'il y a souvent des questions qui arrivent après. Yes, tout au fond là-bas. Ça va. Ouais, je me demandais, est-ce qu'on pourrait s'en servir aussi pour faire de la reconnaissance de pièces d'identité, en fait, finalement, avec 100 balles, ben, on a un modèle qui fonctionne. Ouais, alors, qu'est-ce que tu entends par reconnaissance de pièces d'identité? Ce serait de lire le nom, le prénom, ou vraiment voir la photo? Non, vis-à-vis surtout de la photo, en fait, souvent on valide des dossiers comme ça, et puis on se prend en vidéo, et puis voilà. Ouais, bah après, si tu écris le petit algo qui va extraire la photo depuis la carte d'identité et que tu as une base de données de tous les visages que tu peux reconnaître, il n'y a vraiment aucun souci. En plus, là, si tu as une base de données qui correspond vraiment à la photo d'identité, c'est gagné, quoi. Merci.